Ce podcast vous est présenté par Hoyt et Easton Archery. Soyez sérieux, achetez Hoyt. JMS Distribution à Papouros. Les produits Wood Brothers. Précision Archerie, la référence en archerie au Québec. Nature Sorbe, litière de mousse de tourbe pour animaux. La société immobilière Les Arpents Verts. Zone T3. Premium Mix. Easy Shot et Lumicom. Je les smokerai. Shot de 30 mètres environ. Oh! C'est Lightning, le bug que je voulais. On a passé un 3.5. Il y avait une femelle en arrière. J'ai parti le deuxième angle. C'était trop beau. Yes! Je viens de smoke Caesar! Boom! Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de la série Box Story. Cette semaine, c'est Tommy Maillot, ce sera moi l'animateur de cet épisode. Super content d'être avec vous autres. On décolle une nouvelle saison avec des nouvelles histoires. Cette semaine, j'ai la chance, l'honneur d'accueillir un membre Armagnac, un gars passionné, intense. C'est un gars avec une éthique de travail irréprochable. Je vous parle de Étienne Côté. Salut Étienne, comment ça va? Salut Tommy, ça va bien toi? Ah, super bien. Écoute, je suis hyper fébrile de recommencer une saison Armagnac. On est rendu qu'on se parle assez souvent qu'on n'est pas loin d'être un couple. Là. Fait que je trouve que c'est une belle façon qu'on commence la saison avec cet épisode-là qu'on fait ensemble, dans le fond. Écoute, dans le fond, tout était à la conquête de ton premier buck Armagnac on tape, on peut dire. Oui, exactement. Depuis 2023 là, que je travaillais puis que je traînais les caméras avec moi là, à toutes mes sorties de chasse. Puis j'avais bien hâte là, de placer une flèche dans un buck là, on tape. Surtout, on va se le dire, c'est surtout la pression de dire OK, j'ai casé le premier. Parce que tirer des gros box, c'est pas la première fois que tu faisais, on s'entend, là. Mais rajouter la caméra, le stress de dire OK, je gère le chevreuil, je gère mon arc, je me gère moi-même. Puis en plus de ça, essayer de mettre ça on tape à notre goût. Ben, félicitations, écoute, c'est un gros exploit. Puis après ça, ben, ça décolle la machine. Cette année, on s'entend, tu as closé ça rapidement. Là. Oui, Tu as été quoi, le premier, deuxième buck, Armagnac? deuxième buck, ouais, après. Ouais. Puis Après Joss. j'ai tiré ça assez tôt en saison, là, donc ça partait fort. C'est ça, parce que dans le fond, tu étais allé faire un voyage au Maryland, comment on dit ça? Maryland. Maryland, cool. C'était-tu la première fois que tu allais là-bas? Oui, pour moi, c'était la première fois là, dans l'État du Maryland. Mais ben, tu avais fait Ohio avant, mais y Oui, a-tu d'autres voyages que tu avais fait? Y a-tu. J'avais fait Ohio en octobre 24 avec David dans le Ouais. public. J'avais fait une dizaine de jours. Ça, c'était en 2024, c'était mon premier voyage là, au niveau chevreuil en dehors de la province de Québec. OK, fait que ça fait 25 ans que tu chasses le whitetail dans notre bout. Tu as commencé ça en 2024, puis cette année, tu as changé de province. Oui, exactement. Surtout avec qu'est-ce qui était annoncé avec l'Ohio, là, avec la maladie qu'il y avait là-bas. Là, c'était pas un État là, qui était à conseiller pour cette année. Là. Il y avait beaucoup Mais de. dis-moi en donc un petit peu, je suis même pas, je suis peut-être pas au courant, là, je suis peut-être en retard, là, mais c'est quoi ce point-là, l'Ohio? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la maladie, dans le fond, là, comme une genre de contagion là, au niveau du deer, là, souvent quand il s'abreuve dans des points d'eau. Fait que ça se propageait, puis ça a parti dans le sud de l'Ohio, puis ça a monté assez haut. Là. Puis les maps OK. disaient là, où ce que nous, on chassait dans le public, là, c'était à très haute, forte, c'était à haute densité, la mortalité là, du chevreuil. Donc, Ah ouais. ouais, c'était pas OK, mais c'est-tu le MDC, là, CWD, comme on avait eu en 2018 au Québec? Ou? ben, ça ou une souche, là. Tu sais, on OK. prend comme des États comme plus au sud, le Maryland, c'est tous des États qui ont tous vécu ça. Puis le chevreuil s'est adapté. Mais ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé aussi haut là, dans le nord. Là, tu sais, pour l'Ohio, je pense Ah que ouais. la population de chevreuil n'était pas bien préparée à ça. Là. Puis il y a eu beaucoup de mortalité. Ah, ben, tu vois, c'est plate, j'étais pas au courant. Fait que, ouais, ben, t'as bien fait d'aller ailleurs que ça d'abord parce que je pense que ça Ouais. a un gros impact, oui, sur les populations, mais tu sais, je pense qu'il y a peut-être des risques aussi transmissibles à l'humain. Ça n'a pas été documenté encore, mais il n'y a pas de confirmation. C'est comme tout un gros enjeu, là. Oui, exactement. Fait que ça l'a comme enlevé l'envie. Puis moi, mon partenaire de chasse, ben, c'est Guillaume, puis il était bien implanté au Maryland. Donc, on a foncé tête première là, dans cet état-là. Ah, ben, c'est très cool. Ben, regarde, là-dessus, j'aimerais ça que
Tu m'expliques un peu, c'est quoi les préparations que vous avez fait? Je sais que Guillaume, comme tu dis, ça fait longtemps, mais toi, comme nouveau arrivant, nouveau chasseur au Maryland, c'est quoi les étapes que tu as suivies pour dire, OK, c'est beau, je suis prêt à sortir mon arc puis chasser le gros buck, dans le fond, là? Mmh. Ben, c'est sûr que nous autres, on a commencé ça de bonne heure en saison, là, au mois de mars. On est parti pour aller faire une prospection avec un shed hunting là-bas. OK. On, on a vraiment parti du Québec au mois de mars, on a descendu aux States. Puis on a été visiter les fermes que Guillaume avait déjà là, depuis plusieurs années. Puis on avait comme objectif d'aller ramasser comme d'autres permissions en faisant un style de, ben pas un style, en faisant un door knocking. Puis en allant voir des fermes, en allant voir des propriétaires là, où on pourrait peut-être avoir la permission de chasser. Fait que c'était vraiment OK. ça le début de saison, notre première préparation. Fait que tu as été faire du porte-à-porte au mois de mars, en même temps que ton shed hunting, puis ça résume un petit peu à c'était quoi ma prochaine question, là? Je me demandais, êtes-vous plus sur le public, sur le privé? J'imagine qu'avec ça, vous êtes sur le public, sur le privé, dans le fond? Oui, on a tous nos trous, comme on pourrait dire, là, sont tous 100% privés. On n'a pas fait de chasse sur le public au Maryland. Ça vaut à peine, ça, parce que, écoute, moi, j'ai chassé souvent, public, là, à l'extérieur du Québec, puis je trouve ça vraiment le fun, mais c'est difficile. Puis, on s'entend, là, il pleut pas du chevreuil dans la plupart des cas. On croise des chasseurs le matin et le soir. Fait que, probablement qu'avoir cet accès-là dans le privé, ça a dû être un élément comme important là, dans votre chasse à toi et Guillaume, clairement. Oui, puis ça nous a permis d'avoir comme une exclusivité qu'on n'a pas dans le public. On en a visité des petites patches de public là-bas, puis ils sont consacrés à beaucoup de choses, dont la marche à pied. Il y en a qui peuvent chercher des champignons. Il y a beaucoup d'activités. Donc, le privé nous permettait un certain contrôle du spot. Là. Fait que, on en a Un trouvé. contrôle de pression, on peut dire, là. Oui, c'est ça, exact. D'avoir une place exclusive, être capable déjà au printemps, notre but, c'était d'installer nos caméras cellulaires. Fait que nous autres, on s'était dit, aussitôt qu'on va trouver des bons spots, on va étaler nos caméras là pour que les caméras travaillent pour nous autres là, toute la saison estivale. Fait que sur le public, je m'aurais senti peut-être pas à l'aise moins à l'aise de faire ça que sur du privé. Là. C'est tout le temps, on part tout le temps avec nos caméras dans le bois avec un peu plus de stress sur le public. Je fais pareil. Je te dirais particulièrement en Ontario. Là. Tu dis, OK, ben, je sais que je suis pas le seul chasseur ici. J'espère que tout le monde est honnête comme nous autres. Nous autres, on essaie de l'être dans le bois, mais c'est pas toujours le cas. T'en as-tu déjà fait jumper les caméras ou ça a tout le temps bien été? Non, j'en ai déjà oublié parce que je regarde sur l'application puis je les trouve plus puis il m'en manque sur la tablette, mais je me rappelle pas de m'en avoir fait voler. OK, au moins. Au moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. OK, good. Fait que là, vous avez vos permissions au mois de mars, les caméras sont installées. Tu reçois-tu des photos? Y a-tu de quoi d'intéressant que tu te dis, OK, je suis craqué à l'os pour, mettons, au mois d'août? Ben, au mois d'août, oui, mais ça a été vraiment tard assez qu'on se disait, bon, OK, on a-tu bien fait de dépenser du gaz, de l'argent pour aller faire une prospection? Oui, parce qu'on avait récolté des permissions, 4 permissions en tout dans notre door knocking. Fait que c'était quand même excellent. Puis, mais là, on se disait, on va-tu recevoir des photos de bocs? On avait de la misère à photographier des bocs en été. Mais tu sais, la nourriture étant tellement diversifiée que où est-ce qu'on avait placé nos caméras, on les avait placées aux meilleures connaissances qu'on avait vues de l'habitat au mois de mars, mais ça a été tard. Mais en août, là, ça a commencé à rentrer. Là, on a commencé à dire, OK, ça va être le fun. Ah ouais, fait que juin, rien, juillet, pas grand-chose. Puis là, au mois d'août, paf, Ouais. euh, Là, probablement que les chevreuils que vous alliez chasser l'automne qui allait venir. Vous les exact. aviez tous sur vos cannes? Oui, on les avait toutes, puis c'était tous des beaux bachelors, puis tu sais, des beaux bachelors de 5-6 bucks, puis tu sais, 3 ans et demi à 6,5, ça, c'était des beaux petits bachelors qu'on avait. Là. OK, typique USA, là, on est loin Ouais. de ça. Je suis dans l'ensemble du Québec, on va dire. Ah, ça, c'est vraiment cool. Donc ça nous a craqué au dernier degré, là, fin juillet, début août, là, c'était vraiment intéressant. Chacune de nos cams nous popait. Tu sais, c'était pas des grosses activités, mais on voyait que les bucks étaient dans le secteur. Là. Puis j'imagine que là-bas, ça ressemble à ici. Là, en période estivale, les chevreuils ne vivent pas dans super grand pareil. Fait que même que tu le poses une fois du jour, tu sais qu'il n'est pas à 5 km, on va dire. Non. Puis, Puis tu sais, mettons. Ah, vas-y, vas-y. ben, là-bas, ils ont connu un été quand même assez sec. Fait que les caméras, où on les avait spotées, on pensait que ce serait bon au mois de mars, mais tu sais, quand c'est trop sec, à un moment donné, les corridors de déplacement, là, ils étaient super, ils étaient petits. Là. Ah oui, c'est sûr, ça a un impact. C'est garanti. Ouais. Euh,
Avant d'aller à votre chasse, t'avais-tu juste des caméras sur des zones de transition? Ben, tu avais fait des baits, tu avais mis ça sur des points d'eau, des coins de champ. C'est quoi votre stratégie là, pour répertorier un peu ce qu'il y avait sur l'habitat? C'était-tu vraiment en optique de chasse ou juste pour inventorier, puis après ça, vous alliez faire une nouvelle approche? Ouais, en mars, qu'est-ce qu'on a fait? Justement, je pense que cette année, on va le faire différemment, mais en mars, notre idée, c'était j'ai vraiment, j'ai travaillé ça un peu comme mes expériences Québec de mon côté. J'ai placé les caméras sur toutes les transitions que je voyais. Ça veut dire que j'ai regardé sur les mappings, puis je regardais, mettons, à l'automne où ce que l'essence de bois changeait, puis on s'est placé beaucoup là-dessus. Puis pratiquement, on avait comme peut-être, mettons, 3 cannes sur 6 qui étaient sur des points humides. Fait que je me disais, tu sais, ça va favoriser le déplacement avait sur le bord d'une transition, puis ces points-là, ils ont devenu secs comme des déserts. Fait que ça a été moyen. Là. Fait que ça a été vraiment ça. Là. L'idée première, c'était les points plus humides, puis les transitions, mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été aussi. On a photographié ce qu'on voulait avoir, mais l'année prochaine, cette année, on va travailler différemment. Là. Dont justement une caméra qu'on a mis sur le Waterhole tard au début de notre. On a mis la caméra fin à haut au Waterhole. Puis là, on a commencé à poser des bocs là, sur le fameux trou d'eau. Ah ben c'est ça, je voulais que tu me parles un peu, là, parce que Waterroad, nous autres, on commence à être. Ben, c'est un peu Guillaume puis toi qui avait amené ça au sein de nos discussions cette année. Mais tu sais, résume-moi donc, ça ressemble à quoi? Tu sais, je sais que c'est un trou d'eau, là, mais à quelle fréquence un chevreuil peut rentrer là-dessus? C'est-tu bon rien que l'été? Tu sais, j'ai pas énormément de connaissances là-dedans. J'ai pas vécu beaucoup de chasse dans lequel je chassais un trou d'eau. Fait que Ben, ça ressemble à quoi l'activité, maintenant? ben, c'est ça, c'est Guillaume qui m'en avait parlé. Il y avait eu du succès là, il y a quand même plusieurs années consécutives sur ce fameux Waterhole-là. Puis j'aimais l'idée parce que si on se réfère un petit peu à la chasse à l'orignal, dans des étés qui sont vraiment secs, les orignaux ont tendance à descendre dans des coulées où il y a vraiment des points d'eau qui sont bons à l'année. Fait que ça revient un peu au même titre aux États-Unis. Quand on est en sécheresse, les seuls points d'eau sont vraiment fréquentés par le chevreuil. Puis là-bas, de la manière que c'est fait, c'est que le trou d'eau il est complètement au coin de la propriété. Puis les chevreuils traversent je dirais peut-être un 1500 pieds là, de bois assez clair, pour ne pas dire uniforme, mais ils proviennent vraiment d'une genre de plantation de pin rouge. OK. Fait que Puis, t'es, on va dire, à 1500 pieds d'un potentiel bedding. ouais, Puis la forêt claire, uniforme, ça se trouve-tu sur votre terrain ou chez les voisins? les deux forêts sont pareilles. Ça veut dire que la forêt qu'on chasse est majoritairement uniforme. Puis le 1500 pieds qu'ils ont à faire, il est chez le voisin. Il est uniforme aussi, mais il est entre le bedding. Là. Puis OK. c'est ça, les chevreuils, avec les informations de caméra qu'on avait, provenaient pratiquement toujours du même bedding où il y avait deux beddings, mais ils étaient tous les deux sensiblement dans le même secteur. Là. Puis les chevreuils partaient vraiment de là comme. C'est ça qui était le fun. C'est que le matin de jour, le midi, puis le soir, il n'y avait pas toujours les mêmes chevreuils. Puis des fois, les chevreuils revenaient le matin et le soir au trou d'eau. Fait que, tu sais, ça démontrait Ah vraiment ouais. une constance. Là. Fait que c'est le même principe qu'une bête, mais Oui, le chevreuil n'a pas le même comportement qu'une bête. non. Parce que pour lui, le water hose, c'est 1000% naturel, c'est là qu'il va s'abreuver toute l'année. Fait que Mhm. probablement qu'il ne fait même pas le lien entre l'activité de chasse que vous faites dessus, puis le fait que, dans le fond, tu le chasses comme une bête. Oui, puis c'est fou comme on peut le voir dans mon vidéo patch de cette année, là, je pense qu'il y avait 8 ou 9 chevreuils quand j'ai récolté patch, puis quand les 4 bocs ont rentré, ils rentrent là, à pleine course là, avec une excitation pour venir boire. Là. On les T'es voit. Là, sérieux? Ah ouais. oui, ça rentre, ça rentre. C'est Malade. Malade. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis le trou d'eau, il est dominé. Là, il y avait des femelles, il y avait des veaux, il y avait des spikes, puis ça sort du trou d'eau quand les bocs arrivent. Ça ressemble à une bête, c'est ça. C'est vraiment un comportement typique de j'ai un besoin, je viens le prendre. Puis des fois, il y a des bocs, on les voyait, là, même quand on le chassait ou qu'on les filmait par les trail cams. euh, 15 secondes, boire, 12 secondes. Ils peuvent pas le skipper, ils n'ont pas le choix au bord de l'eau. C'est pas comme un appât qu'ils peuvent dire, bon, je viens pas pendant 4 puis 5 jours parce que je mange du feuillage autour. Là, si tu me dis que là-bas, c'est très sec puis c'est le seul point d'eau, ils n'ont pas le choix de passer. Tous les jours, tous les 2 jours, peut-être. C'est ça. Il y a des fois que la variante changeait. Puis plus dans l'automne on avançait, on y est retourné en, en- en fin novembre. Là, c'était différent un petit peu. Le pattern il était un petit peu plus long parce que je pense que déjà, il y avait plus d'eau sur le territoire. Puis les bocs couvraient tellement grand qu'ils finissaient par s'arrêter dans un autre point d'eau autre que le nôtre. Ouais. Fait que Ah ouais, je comprends. le circuit était plus grand que, exemple, en août. Là. OK. Où ce que Ben, peut-être que ça explique un peu. Parce que moi, je n'ai essayé un water hose cette année. J'ai refait un 15 autres de champ nourricier.
parce que dans une histoire qu'on comptera dans un prochain podcast, là, mais j'ai fait un petit waterhole au coin de ça. Puis cet été, c'était fou. Je te dis, c'était fou. Quasiment toutes les chevreuils, particulièrement un bois qui était dedans. Puis la chasse est arrivée, puis je me suis dit, à l'ouverture, je le chasse. Puis ça a été comme pas mal plus difficile que je pensais parce que je me fiais un petit peu à vos inventaires caméra, ce que vous posiez là-dessus, puis ce que j'avais posé là-dessus aussi pendant l'été. Fait que c'est peut-être l'explication que tu viens de donner, là, c'est peut-être le pourquoi du comment que la quantité de chevreuils sur mon waterhole à moi, chez nous, au Québec, a diminué un peu. Ça fait bien du sens. Ouais, c'est comme si dans le fond, le core area du buck qui se défait en octobre, qui s'agrandit, Expat, ouais. ça fait baisser l'achalandage, je veux pas, parce qu'ils réussissent à aller boire ailleurs que dans le waterhole que tu as créé ou ben, que nous, on avait. Fait que ça a été le petit Ouais, point, ouais. mais tu sais, il y avait tellement les States, ce qui est le fun, c'est qu'il y a tellement de outsiders, mais les outsiders, ça n'arrive pas à mi-novembre, ça arrive au mois d'octobre parce qu'ils veulent visiter les harems de femelles, ils veulent voir la compétition qu'il y a, puis ça roulait. On pouvait poser des fois 2 bucks différents par semaine sur le waterhole en octobre, là. Des nouveaux bucks Des ou des nouveaux nouveaux bucks bucks qui qu'on étaient avait. là? Ah, OK. Ouais, des nouveaux bucks. OK. Puis des fois, on avait posé, mettons, une fois au mois de, mettons, juillet, début juillet, puis qu'on finissait, OK, on vient de le revoir, puis on ne le revoyait pas. Tu sais, ça veut dire que c'était des grandes boucles, mais on réussissait, comme on dit, moi et Guillaume, à cloquer des bucks sur le waterhole qu'on n'aurait jamais posé ailleurs. Tu sais. Ouais, je comprends. Ça a vraiment un point comme attractant au bout. Là. Ouais, ça draine. Puis disons tes entrées-sorties mais par rapport à ton waterhole. Peut-être ce setup-là en particulier, mais on va essayer de généraliser. Tu me dis que les chevreuils passent 15, 20, 30 secondes dedans. Fait que tu dois être capable d'y accéder sans brûler trop de chevreuils, j'imagine. Ouais. Moi, peut-être je me trompe, là. Non, ça ressemble à ça parce que veux pas, il est visité à peu près n'importe quand. Puis en étant un waterhole, je pense que moi, j'en ai pas bumpé en y allant, mais ils sont habitués quand même avec le mouvement parce que ce n'est pas des méga patchs de bois. Il y a quand même de la civilisation autour de nos spots. Fait que notre accès, de la manière qui était faite, on longeait un CRP d'à peu près au moins 1000 pieds de longueur. On longeait le CRP, mais dans le bois clair, sur la transition. Puis on arrivait à notre arbre qui était comme au sud au nord du waterhole. Puis les chevreuils arrivaient tous sud-sud-ouest. Donc, on les avait tous devant nous autres. À toutes les fois qu'on allait chasser ce waterhole-là, on travaillait un vent qui nous donnait comme tout le long sur notre arrivée pour arriver à notre spot. Non, l'accessibilité était quand même bien. Si, exemple, on avait un vent nord, on n'allait pas là parce que nord-nord-ouest, on poussait vers le bedding. Fait que là, ça servait absolument à rien d'aller chasser le waterhole. C'est certain. Mais là, de la façon que tu me parles, tu es en train de dire que souvent vous le chassiez crosswind qu'on appelle. Là. C'est-à-dire pas nécessairement avec un vent de face, là, qui arrivait de côté, mais qui poussait juste un petit peu en dehors de où ce que vous pensiez que le chevreuil arrivait. Oui. Les deux fois qu'on a récolté sur le waterhole, on était crosswind. Ça arrive souvent. Hein. On le voit de plus en plus. Déjà, ça y est arrivé à multiples reprises. Moi, je commence à plus le noter. C'est surprenant. Des fois, on se dit tout le temps, je veux chasser uniquement le vent d'en face, mais on va le rappeler vite, vite. Là. Ce qui est important, dans le fond, c'est que notre vent ne pousse pas d'où ce que le chevreuil arrive. Oui, puis ce qu'on a commencé à noter, c'est le fait que le chevreuil est en confiance pratiquement à 86 sur le où ce qui s'en va. Ça veut dire que si c'est le waterhole qu'il veut, ben là, il s'en vient, il arrive du bedding, il prend le waterhole, puis il prend le vent du waterhole, puis il rentre. Mais si tu es crosswind, puis qu'il n'a pas été capable de pogner comme ta ligne à toi, ben là, c'est un chevreuil qui est mort, là, parce que pour lui, là, il est en sécurité. Parce qu'ils ne font pas des assez grandes loupes. Non, c'est ça. Ils arrivent au waterhole, à la bait, setup, peu importe lequel, puis ils vont faire juste un petit détour. Là. Assez que souvent, on va le voir faire ce détour-là. C'est bien souvent cette espèce de petit croche-là, cette petite loupe-là qu'ils vont en faire. Ils vont en faire porter d'arc ou presque. Oui, exact. Puis, c'est ça. Fait que même, tu sais, quand le vin est trop parfait pour nous, souvent, des fois, c'est tellement parfait que le mâle va avoir tendance à rentrer plus tard ce soir-là ou, tu sais, à être comme un petit peu moins à l'aise parce qu'il dit, je ne suis pas capable d'aller valider si je suis en sécurité pour rentrer. Oui, exact. Ça m'est arrivé plus souvent qu'autrement de dire, OK, les conditions sont tellement parfaites que je suis convaincu que je décoche une flèche à soir. Finalement, je finis par les voir souvent. Mais à 80 mètres, des 4 pattes barrées en dessous d'une branche tombante qui se sentent un peu à l'abri, puis ils observent. Ils peuvent observer une demi-heure. Fait que, je comprends un peu. Je suis bien d'accord aussi avec le fait que vous chassiez un peu à crosswind de côté. Des fois, on pousse notre lock. Des fois, c'est risqué quand on a un vent qui tourne. Mais plus souvent qu'autrement, je pense que ça close avec des belles histoires, dans le fond.
Ouais, le plus difficile à gérer, c'est que quand que tu finis ta passe puis que tu n'as rien vu, puis tu t'es dit que tu étais agressif sur un crosswind, tu te dis tout le temps, il m'a-tu senti? Tu sais, j'ai-tu brûlé ma passe? Ça, c'est le plus dur pour le Ouais, mental. ouais, ça, c'est bien certain. C'est bien certain. Hey, ben, on est déjà dans la récolte, on parle de nos expériences, de ce que j'ai vécu, tu as vécu dans le passé. Là, je veux que tu m'emmènes à la journée de la récolte de ton bas, patch. J'ai une belle prémisse, je comprends un peu mieux comment c'était quoi vos techniques d'approche, les stratégies en arrière. Là, je veux que tu m'emmènes la journée du kill. Ah, puis même avant ça, avant la journée du kill, t'as-tu chassé d'autres jours ou t'as tiré le premier soir? Non, c'est Pat, je l'ai tiré le quatrième soir. OK. Oui, le quatrième OK, soir. quand même. Oui, ben ça a été. Pas que la pression montait, mais tu sais, 4 jours à ne pas être capable d'avoir de buck mature à portée d'arc, ça commençait. On ne se questionnait pas, mais on voulait comme commencer à faire évoluer un petit peu notre technique. Mais j'avais passé des belles journées sur une permission qu'on avait eue. J'avais passé 2 jours à cette place-là, pas dans le même arbre, dans 2 spots différents. Puis ma deuxième passe sur la deuxième journée de chasse, finalement, j'avais eu beaucoup d'actions, peut-être une quinzaine de chevreuils de vue daylight. J'avais filmé 5 ou 6 bucks de 2,5 ans. Puis il y avait des Quand bucks même, hein? qui avaient même jusqu'à 10 pointes. Là, fait que c'était vraiment le fun. Sauf que, Bon potentiel. ouais, mais ce qu'on attendait, c'est pas présenté à ce moment-là. Fait que ça nous a amené quand même à bouger. On regardait toujours les vents. Tu sais, le pourquoi des fois qu'on n'allait pas en place, c'est qu'on n'avait pas le vent pour y aller. Ouais, ton site qui était favorable, mettons, mais ton approche faisait en sorte que tu risquais d'en brûler. C'est ça. Puis le matin, on était quand même très, très prudent parce que quand on avait des beaux bucks qui punchaient mais qui sortaient trop tard, on n'allait pas le brûler le spot. J'aimais mieux arriver plus de bonne heure dans l'après-midi puis le chasser. Fait Ben que oui. ça, c'était pour ça. Fait que c'est ça qui nous a emmené un peu comme au quatrième jour parce que même le Waterhole, on n'avait pas nécessairement les vents puis on voulait continuer à faire de l'inventaire, être sûr de voir s'il n'y avait pas un pattern d'un buck qui venait plus qu'un autre. Fait que c'est ça qui m'a emmené la quatrième journée. M'a te coupé, excuse. Mettons, les 4 jours que tu as chassé avant ta récolte, y avait-tu des bots qui punchaient sur vos caméras? Puis c'est-tu vraiment l'action de chasse qui faisait en sorte que vous en voyiez pas, vous étiez pas chanceux, ou c'était le désert, puis comme c'était bien tranquille? Non, on avait quand même, on a posé énorme. Nous, on n'est pas arrivé à l'Opening Day. On est arrivé comme quelques jours après l'Opening Day. Il y avait déjà eu de la chasse de fête, puis là-bas, le chevreuil étant chassé sur 5 mois, il sait quand elle commence la chasse. Puis là, ben là, il y avait déjà plusieurs de nos bucks qui s'étaient rendus compte qu'il y avait du monde dans le bois. Fait que notre activité de caméra de jour, là, même dans la nuit qu'on est parti, on a déjà vu que le lendemain, il y avait déjà moins d'activité. Là, fait que ça a été pas décevant, mais on savait que le chevreuil avait compris qu'il y avait une pression qui s'était installée. Des bucks de jour, on en avait, mais cette semaine-là, pas en fou. Pas en fou. Il faisait chaud, il faisait 26, 27 degrés. On n'avait pas tant de mature de jour. Fait que là, il fallait commencer à être plus vite qu'eux autres. Là, parce que de temps en temps, on en avait un, puis on n'était pas là. On était à un autre spot. De temps en temps, il y avait une petite apparition, mais c'était quand même pas le free-for-all. OK, vous en forgez pas dedans. Fait que c'était une game Non, d'échecs, là. Il y en avait un peu assez pour dire que ça valait la peine, mais pas comme si chaque chevreuil qui pouvait rentrer était potentiellement bon. Tu n'étais pas sur le gun dans l'arbre. Ben, non, sur le gun. T'étais pas sénère à chaque fois que tu voyais un chevreuil passer, mettons. non. La beauté de la chose, c'est qu'on était aux États, puis on était dans une belle état de chevreuil où il y a une belle densité, puis il y a une belle structure d'âge. Donc, assis là-bas, c'est intéressant. Là. Ah, garanti. Garanti. Puis le ratio, ça ressemble à quoi là-bas? J'imagine que ça doit être quand même pas pire. Ben, tu sais, veux pas, il y a quand même énormément de femelles, c'est normal parce qu'il y a quand même une OK. pression sur le segment mâle, là, ça, faut pas se le cacher. Là-bas, tu sais, on montrait des photos de trail cam à des gars là-bas, puis tu sais, ils ont tendance à dire « decent buck, good buck ». Pour eux autres, là, un giant, c'est un buck qui approche le 200 pouces. Tu sais. Ben, pas un giant, mais tu sais, Ah ouais. un vrai beau buck mature qu'eux autres ils ont envie de récolter, là, tu sais, ça l'approche de 175, 180. Là. Fait que quand on lui montre un buck de 4,5 ans, de 140 ou de 130, là, c'est comme. Ah ouais. Ben tu vois, je suis surpris de ça un peu. Je m'attendais un peu au contraire. Je m'attendais à ce que tu me dises ils font attention, mais un 3,5 pour eux, c'est un gros buck. Puis je suis pas en train de dire qu'un 3,5 c'est pas un beau chevreuil, là, mais je m'attendais à ce que les attentes des locaux ne soient pas si élevées que ça. Non, sont très élevés. Ils sont très élevés, puis ils ne sont pas prêts à aller sacrifier, mettons, des journées de travail en début de saison s'ils ne posent pas des gros bucks matures. En ayant 5 mois, ils sont plus sélectifs. Ils attendent leurs bucks, puis ils les voient évoluer, puis ils savent où sont les gros, puis ils vont les chasser au bon moment.
Nous autres, on est tous excités là-bas. On arrive et on veut closer. On a 10 jours de chasse, mais eux autres, là, c'est beaucoup plus. On y va tranquillement, puis on veut récolter de quoi de beau. Mais j'en connais plein même qu'on a tissé d'amitié là-bas, puis il y en a plusieurs qui n'ont pas récolté Ah ouais. parce qu'ils n'ont pas croisé le chevreuil qui s'attendaient de voir. Ils tirent beaucoup de femelles, beaucoup de femelles. Ils font beaucoup de doe management là-bas. Même quand on était là la semaine d'avant, la semaine d'après, ils se tirent beaucoup de femelles là-bas. OK. Ouais, c'est cool, ça. Fait que ça fait en sorte que c'est pour ça, là. Il n'y a pas de secret, là. C'est pour ça que dans le fond, c'est bon sur vos spots, c'est bon sur vos caméras. Oui, vous faites attention, là, mais il y a du monde autour qui le font. Puis, comme tu dis, un 5 mois de chasse, c'est plus que je pensais que c'était moins que ça, là. Je m'attendais à comme un 3 mois. Ben 5 là, mois, c'est long, là. des fois, j'exagère, là, mais mettons 5 septembre, fait que septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, puis ça finit le 4 février. Ça fait 5. Ça fait. Ça fait 5. Ça fait 5. Bon, ouais, je comprends. On serait pareil. Nous autres, on court comme des poules pas de tête pendant notre 14 jours d'arc pour essayer de faire de quoi. Puis eux autres sont en train de boire un café tant qu'il n'y a pas un 175 pouces sur le trailcam. Hein? Exact. Puis eux autres, Deux mondes. ils ont de la poudre noire en octobre, 2 jours. Après ça, ils ont une arme un peu comme un fusil à pas très longue portée, à peu près 300 pieds. Ils ont 5 ou 6 jours après le RUT, ça veut dire en décembre. OK. Puis après ça, sinon, c'est rien que à l'arc. Bon, Arc ça arbalète. serait le paradis si on avait ça ici au Québec. Hein? Oui, exact. Mais fait que Ben, ça décrit un petit peu la qualité de chasse qu'il y a là-bas. Il y a des beaux bucks, ils sont intelligents. Le ratio, il est quand même assez équilibré. On voit des spikes, on voit des jeunes mâles de 2,5. Ça, il y en a vraiment beaucoup. Des 3,5 aussi. Parce qu'à un moment donné, des chevreuils là-bas, c'est des chevreuils qui ont des belles pines. Fait que, tu sais, rendu à 4,5, là, ils commencent à être vraiment. c'est ça qui à fait être monter le intéressants. score. Tu sais, on va s'entendre, là, c'est ça qui fait monter le score. Parce qu'un chevreuil mature va faire, on va dire, une largeur standard. Là. Un buck mature, ça fait quoi, 18 pouces intérieur à peu près en moyenne. Il va avoir de la belle masse, un 8 à 10 pins souvent. Mais c'est quand que c'est des râteaux, là. C'est quand c'est des pins de 4-5 pouces que quand on parle Bone and Crockett, ça fait mal. Fait que si tu dis que par là-bas, les pins, c'est pas long à prendre du 8, 9, 10 pouces, c'est sûr que ça fait une grosse différence là, à la fin sur ce que nous autres, on chasse du 125, eux autres peuvent être du 150. Là. Puis mettons, les chevreuils que toi tu posais, en score moyen, ça ressemble à quoi? Juste par curiosité. Je dirais des 140, 150, 150, 155, là, ce serait pas mal des tops. Là. Ouais, je te trouve un gars calme pour quelqu'un qui chassait du 145 plus. Ouais, C'est mais, exceptionnel, c'est fou, c'est vraiment cool. ouais, mais ça a été vraiment le fun. Mais au début, tu sais, tu dis tout le temps, OK, tu t'en vas au pays des géants, puis tout ça. Mais des 170, des 180, il n'y a encore pas les rues partout à travers l'Amérique. Là, tu sais. Prête à m'avancer, là, je pense que c'est comme 1% des bucks qui ont le potentiel de le faire. Ou à quelques pourcents près, là, mais c'est vraiment une infime partie des bucks qui peuvent le faire s'ils se rendent à maturité. Fait que faut t'envoyer en tabarouette du chevreuil avant de trouver ce genre de calibre-là. Puis moi, je m'amuse souvent à dire que c'est un luxe, c'est un privilège d'avoir, mettons, exemple, sur ces trail cams ou être capable de faire du scouting puis spotter des bucks de 180 ou 175. Mais c'est un fardeau à traîner quand même parce que là, après ça, tu te mets à rêver sur un solide temps, puis la pression monte. Fait que, tu sais, nous, on avait la chance là-bas qu'on chassait tous des très beaux bucks, tous des beaux bucks matures, mais rien de. Tu sais, on n'a pas vu de 180. Là, tu sais, fait que, Ouais, puis c'est pas une mauvaise chose en soi. Là. Parce que tu non. l'as dit, ça revient avec. Ça monte nos attentes. Là. C'est un peu ce que j'ai vécu dans les 3 dernières années au Québec. Là. Mais, fait que, tu sais, rentrer dans une moyenne de chevreuil standard, on va dire, qui était quand même très bonne, là, mais sans parler d'exception à tout casser, Ouais. ça a dû rendre votre trip un peu plus agréable parce que là, il n'y avait pas. Tu devais avoir une liste d'établis, mais le shooter numéro 4 pouvait tomber le numéro 1, puis ça faisait pas de différence dans vos résultats, j'imagine. Non, c'est ça. Puis la liste était quand même variable un petit peu parce que les Bucks, rendus en octobre, et puis ben, là, nous, on est en septembre, mais ils commençaient à ouvrir leur territoire pareil. Fait qu'ils en rentraient, ils en sortaient. Fait que moi, la liste, je restais quand même. On reconnaissait ce Buck-là, on savait qu'il était shooter, mais ça s'arrêtait. Pas que ça s'arrêtait là, mais je veux dire, ça nous permettait de voir qu'on avait du potentiel à tous les jours, mais ça bougeait quand même. Là. C'est une grosse différence. Hein. Je sais pas, moi j'ai bien de la misère à changer cette mentalité-là. De dire, tu sais, on est habitué de faire des histoires de 2, 3 puis 4 ans sur un chevreuil. Assez qu'on connaît les habitudes de ce chevreuil-là en particulier. Là, quand tu fais un voyage de même, il faut que tu réapprennes à chasser. Ou du moins, tu changes ta façon de faire. Tu sais. Fait que, OK, très cool. Ben regarde, là je t'inviterais à m'expliquer, mets-moi en contexte, la journée de ton kill. C'est pour ça que je veux tout savoir. Les vents, faisais-tu fret, faisais-tu chaud? Quelle heure t'es rentré dans l'arbre? Je veux tout savoir. Ouais. Ben, il faisait très chaud, encore 27 ou 28 degrés.
Cette journée-là, j'avais mes sticks d'installer, puis j'ai emmené ma plate dans mon sac à dos, puis toutes mes bras de camp. C'est Guillaume qui m'a droppé à mon spot. Lui, il allait un petit peu plus loin sur la même terre, mais ailleurs, pour justement croiser un autre déplacement. Fait qu'il m'a droppé là. Moi, j'ai suivi le même petit chemin là, que je prenais, là, que j'étais comme un peu blindé sur le bord du CRP. J'étais à mon arbre, puis ça n'a pas pris 15 minutes. Il y a un tracteur que j'entendais. Là, je disais à Guillaume, c'est épouvantable. Il y a un vacarme, il y a un tracteur que j'entends, mais je ne le vois pas. Puis à un moment donné, je l'ai vu comme apparaître dans le CRP qui était chez le voisin. Puis sur ces forklifts de tracteur, il y avait un Mirador avec des pattes. Là, j'étais là, non, ça se peut pas. Puis il a gossé facilement 1 heure avec ça dans le champ, puis il a fait du weed eater à gaz. Puis là, j'étais découragé, fait que je fais mon entrevue, puis là tu sais, je dis que ça va sûrement retarder le déplacement, puis il faisait chaud, tout ça. Fait que là, ce que j'explique dans mon entrevue, c'est ce que je pensais aussi. Je me suis dit, regardez, il fait chaud, il est de bonne heure encore, il était peut-être à peu près 16 heures. J'ai dit, il fait chaud, il est de bonne heure, le chevreuil va bouger dans la dernière demi-heure. Fait que j'ai dit, s'il peut s'en aller, je vais être correct. T'sais. Fait que, c'est ça. Je checkais mon vent. J'avais un vent sensiblement parfait, mais il y avait un crosswind pareil. Il était comme pas tout à fait égal. Il y avait une petite variante, mais je le tolérais. Je l'avais testé au Milkweed. J'étais bien content. Fait que là, je m'installe, je finis mes petites affaires. Puis à un moment donné, je rentrais du bruit, mais là, j'entendais parler, puis je voyais plus le tracteur. Je pensais qu'il était parti. Là, je regarde, puis là, je vois le voisin avec quelqu'un. Puis là, je me rends compte, dans le fond, qu'il est en train de faire visiter sa terre parce que sa terre est à vendre. Là, il vient d'installer son Mirador Oui, pour faire de la promotion d'une terre de chasse, on va dire. ouais, puis là, il fait visiter ça. Oh Puis là, non. il visite ça avec le gars. Puis là, je dis à Guillaume, hey, il rentre dans la patte. J'ai l'impression qu'il va venir proche du waterhole parce qu'il y a comme à peu près 30 mètres entre le waterhole et la limite du voisin. OK. Puis à un moment donné, je les vois, ils s'en viennent face à moi, bien à moi. Ils ont été là, collés sur le bedding, bien loin, peut-être à 1500 pieds au fond de la terre. Je les vois bien comme il faut. Puis là, ils s'en reviennent. Puis là, ils s'en reviennent vers moi. Puis là, je dis à Guillaume, je textais, je dis, crime, ils vont s'en venir au waterhole. Fait qu'à un moment donné, il était rendu peut-être à 35 mètres. Puis je me suis comme reviré, puis je les ai lâché un petit siffle. Ben, ils ne m'ont pas entendu, mais ils ont viré à gauche, direct sur la lisière comme de la ligne. Ils n'ont pas trespassé sur notre lot. Fait que là, je dis, ils viennent peut-être pas au waterhole. Puis ils ont longé la ligne de terrain tout le long jusqu'à temps de s'en retourner dans le fond d'où ce qui arrivait. Ça, il était au moins 5h30, 5h45. Le soleil se couche à quelle heure, mettons? Ah, ben là-bas, on avait le droit, je pense, jusqu'à 19h45, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, mais c'est tannant. Tu sais, c'est comme 2h30 avant. Ouais. Non. T'es bon d'être resté dans l'arbre parce que moi, je me connais, puis je connais mon caractère. C'est sûr, je descendais, puis c'était fini pour aujourd'hui. Garanti. Fait que là, je reste confiant comme je le suis souvent. Puis Guillaume, lui, il rit. Non, il rit pas, il est là, il est assommé, il dit une chance, j'étais pas là, j'aurais capoté, tu sais, justement, il arrêtait de décourager un peu. Fait que là, je dis, regarde, là, ma passe est là, puis j'ai un bon vent, puis je le filme, tu sais, j'ai pas le choix. Fait que ça avance. Puis peut-être une demi-heure après, il y a des chevreuils qui ont rentré dans le waterhole. J'étais comme content, mais ils n'arrivaient pas de cette place-là. Fait que je me suis dit, tu sais, les autres, ils ne savent pas qu'il y a eu de l'activité. Les chevreuils sont venus s'abreuver. J'étais quand même content. J'ai fait un petit peu de footage, j'ai fait mes affaires. Puis dans la dernière demi-heure, là, j'ai vu du mouvement en avant de moi, peut-être à 1000 pieds, qui a donné avec le bedding. Mais là, j'étais comme un peu frileux. Je me disais, est-ce encore le propriétaire qui se promène ou quoi que ce soit? Je voyais comme bouger au loin. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à voir des racks passer. Là, j'ai dit, non, ça se peut pas. Là, ça court dans le bois. Je voyais des chevreuils passer un peu partout. Puis là, j'ai dit, crime, ils sont exactement où ce que les gars ils ont passé il y a 1 heure. Tu sais, je me disais, crime. C'est fou raide. J'ai dit, ça va marcher. Là. J'ai dit, ma journée n'est pas scrap. C'est ça que je me disais dans ma tête. Puis là, j'ai perdu de vue ce mouvement-là. Je me suis reviré. Il y a un beau buck qui est rentré au waterhole. Au départ, je pensais que c'était un 3.5, mais finalement, après révision de la cam, c'était un 4.5, mais pas large, mais avec bien de la masse. Il est rentré dans le waterhole. Là, je me suis dit, bon, OK, ils sont passés où tous les autres bucks? Parce que lui, je le vois comme, tu sais, je le perçois comme pas shooter. Puis j'avais vu passer bien des bucks. Je me suis dit, je vais être patient. Tu sais, c'est un peu la marche de suivre au State. Tu sais, si tu n'es pas patient, souvent, tu finis par tirer pas le buck que tu veux. Tu sais. Fait que les bucks sont finalement tous rentrés un après l'autre, mais c'est là que je t'expliquais que quand ça rentre, là, ça a tout rentré à queue leu les 4 bucks ensemble. Il y avait un Spike, puis il y avait 3 autres bucks, dont Dreamer, un beau buck large, un beau 5.5. Ah ouais. Ça a tout rentré au waterhole, ça? Ça a tout rentré au waterhole, mais
pas toutes rentrées à l'eau. Quand les Bucks ont tout arrivé, le petit, moi je pensais que c'était un 3.5, mais c'était un 4.5, lui il a sorti de l'eau pour laisser place aux autres. Puis là, les femelles et les veaux qui étaient là, parce que moi je n'étais pas tout seul, là, il y avait du chevreuil qui s'était comme pacté autour de moi dans cette 20 minutes-là. Ils n'ont pas toutes rentré à l'eau, ça rentre comme un après l'autre. C'est comme s'il y avait. Les Bucks, je pense qu'ils avaient peur de se faire piquer par le plus dominant. Là, ils étaient stressés un peu, mais pas par notre présence, par la présence des autres chevreuils. Ouais, ben c'est pour ça qu'ils sont en Bachelor Group l'été. C'est pour établir une hiérarchie. Et ils savent s'ils sont dans le top 1 de la liste ou pas. Là. Exact. Fait que lui qui avait 2 pieds dans le trou d'eau, quand il a vu Dreamer arriver, il a sorti. Ben, c'est sûr. Dis-moi que tu as ça sur la cam, s'il te plaît. Oui, j'ai toutes ces bottes-là, puis j'ai Dreamer. Puis ça me fait mal parce que là, justement, je suis en train de monter le film Patch puis le film César à moi puis Guillaume. Puis ça me fait mal parce que je revois ces images-là, puis je vois le 4.5 sortir de l'eau, laisser de la place à Dreamer qui était le dominant. Puis là, je me vois dans le back angle, j'ajuste mon sight, puis là, je suis prêt à prendre une shot à 24 mètres. La patate dans le fond, le cœur qui bat, tout est parfait. Là, tout est parfait. Je place la cam justement pour avoir un broadside sur Dreamer. Puis Dreamer, il arrive pour prendre la place du 4.5. Je te le dis, c'est à peu près. Il manque 5 pieds pour mettre les pieds dans l'eau. Puis il sort vire à sa droite, puis il check la femelle puis les 2 veaux sortir du waterhole. Mais les autres, ils sortent vite parce que justement, encore, il y a un effet de hiérarchie. Puis quand ils sortent, lui, ça l'a entertainé. Je ne sais pas quoi dire. Oups! Il s'est relevé à la tête. Puis il a contourné les arbres qui avaient sur le bas du waterhole, puis il a sorti de mon champ de vision, puis il a été voir les femelles qui avaient sorti du waterhole. Ça m'a enlevé ma première chance d'avoir Dreamer. Ouais. Fait que là, tu as un 4.5 après coup que tu viens de laisser passer. Tu vois le chevreuil probablement pour lequel tu étais assis. J'imagine que c'est Dreamer. Oui, c'est Dreamer. Il est là à 25 verges, puis il s'en va. Man, tu devais capoter bien raide. Ben oui, mais là, tu te dis, bon, OK, je vais peut-être être encore plus chanceux parce que le waterhole, la manière qui est faite, c'est qu'il y a un scrape au bout du waterhole où ce que les autres, ils arrivent le plus majoritairement du temps, ils ont souvent fait comme 2 scrapes au bout. Fait que j'avais 2 bucks qui étaient restés dans ce scrape-là. J'avais le 4.5 qui avait sorti de l'eau, puis il y avait Dreamer, dans le fond, qui était parti vers la gauche. Ouais. Là, en bas de moi, j'ai une entrée au waterhole qui est super large, c'est tout pisté, puis il y a beaucoup de chevreuils qui viennent boire là. Mais cette entrée-là me donne une shot à 12 verges, puis j'étais à 24 pieds dans les airs, 23 pieds peut-être. Moi, ça, c'est typique Guillaume Desjardins, ça. Ça, c'est le plus haut dans l'arbre possible. C'est ça. Fait que là, je le sais que j'ai une shot proche, mais j'ai beaucoup de. Le waterhole, il y a beaucoup de chevreuils qui viennent boire là. Mais là, je vois Dreamer contourner, les femelles s'en vont, puis là, je le vois, là. Le plus proche que je l'ai vu, là, je ne l'ai pas vu de mes yeux parce que je le filmais. Là. Ouais. Je l'ai dans la cam. Là. Il est à 14 verges, mais je n'ai pas de vital sur lui. Là. Je ne le vois pas, je vois juste ses pieds, puis je vois son panache au sol. Là, je me suis dit, OK, là, il va sortir dans le clair. Fait que là, je me suis préparé, je me suis fait un mouvement de pied pour prendre mon arc. J'ai déplacé ma cam, j'ai j'ai fait un peu d'avance sur mon footage. Puis là, j'ai dit, OK, mais qu'il sorte dans le clair, je vais prendre une shot. Là, je check. Il revient de bord. Ah ben, tabarouette, il revient de bord. Il ne vient pas ici. Il s'en retourne d'où ce qui est arrivé pour aller reboire dans le waterhole à 24 verges. Fait que je reprends ma cam, je remets ça en haut, je remets mon sight, parce que là, j'avais bougé mon sight, parce que je voulais prendre une shot à 14. Je remets mon sight à 24, 25. Puis là, je suis prêt. Là, je suis vraiment dans l'idée, OK, quand il va sortir là, il faut que j'aille une shot. Je regarde, j'ajuste mes ISO, là, je recrinque mon GH check dans le tapis. Les ISO, tout est crinqué parce que là, le temps avance. Là, c'est dans le dernier round. Là, je check. Mes qualités d'image sont encore toutes là. Je suis encore capable de prendre une shot. Puis là, je regarde. Puis à un moment donné, dans mon angle de vision, à ma gauche. Un angle mort, on va dire. Ouais. Tu vois du mouvement, mais. Tu vois du mouvement. Je descends mes yeux. Il y a Patch qui rentre dans le waterhole, direct en bas à 12 verges, puis qui se met 2 tiers arrière, direct en bas de moi. Puis il se met les 4 pattes dans l'eau, puis il boit. Quasiment à la même place que Dreamer était 2 minutes avant. Mais lui, il a fait les pas qui manquaient. Exactement. Puis Dreamer, dans le fond, il avait comme été le poussé. Fait que c'est pour ça que ce buck-là, ça lui a pris du temps avant de revenir au waterhole. Mais quand il a vu que Dreamer ne rentrait pas, il s'est dit, moi, je vais y aller. Puis là, il est venu boire. Puis Dreamer, je le voyais sur la canne, puis je le regardais. Puis c'est pour ça que mon attention, j'ai vu ce buck-là rien qu'à la fin. Il n'a pas rentré au waterhole. Il restait au loin, les 2 pieds dans le scrape, puis il regardait tout le monde, puis il se disait, c'est moi le boss ici. Puis il bougeait. Ah ouais. Ouais. Puis là, j'ai regardé Dreamer, puis c'est pour ça que dans la vidéo, on voit dans ma réaction, tu sais, j'ai pris ma shot. Le buck, il est en bas, puis là, je le regarde, puis je me dis,
c'est peut-être pas le Giant, c'est peut-être pas le plus gros Buckmaster de ma carrière, mais ça va être mon premier au Maryland, mon premier aux États. Il est là en avant de moi, 2 tiers arrière, puis il m'est offert avec un Golden Hour, c'était beau. Puis là, il se lève la tête, là, puis là, il est piné, là, tu sais, Patch, il a des belles pins, tout ça. Puis là, il se lève la tête, puis il regarde Dreamer au loin, puis il va dire, tu sais, c'est moi qui bois ici. Puis là, je fais comme, Ouais. non, toi, il va falloir faut que je te tire. Fait que là, je me suis draw, je me suis mis dedans, puis j'ai décoché, puis le feeling que ça m'a fait de décocher une flèche dans un waterhole avec autant d'activité de buck, là, c'est indescriptible. I take a shot. C'était trop beau. Le plus gros, il était en arrière, mais il n'a pas voulu rentrer. Ça devait être complètement fou. Pour vrai, je pense que, ben, écoute, j'étais pas là, mais je suis convaincu que j'aurais tiré la flèche moi aussi. À un moment donné, faut que tu prennes une shot, on est là pour ça. C'est ça. Fait que là, tu viens de driller Patch, Dreamer devant toi. Il y a le 4.5 que tu as laissé passer 15 minutes avant, qui est pas Ouais. loin aussi. Il arrivait combien de pouces de corne autour de toi? Ça n'a juste pas de sens. Ah, il y avait, après revue, il y avait 4 bucks shooters. Fou, là. Hmm. Fou, là. Puis là, ben là, c'est ça. Quand je décoche ça, ben là, je fais une shot parfaite. Premièrement, haute un petit peu, mais c'est normal. Avec l'angle que j'avais à 24 pieds, j'ai pas le choix de rentrer haut parce que la fenêtre est rendue tout petite. Je rentre haut, mais avec le 2 tiers, je sors ça juste en arrière de la patte en avant à gauche. Puis la flèche, elle pique direct dans le waterhole avec le luminoc allumé. Le buck, il jerk par en arrière, il s'étire sur tout son long, puis il part à courir dans le waterhole. Il l'a traversé bord en bord, le waterhole. J'entends encore le son du buck qui court dans l'eau. C'est fou, là. T'as tout ça, ça calme à ton goût, Ouais, j'espère. Parce que ouais, j'ai tout ça sur la cam, puis c'est tellement beau. Puis quand on check le deuxième angle, puis que je suis dans ma réaction, on l'entend. J'étais pas mal certain, mais on l'entend crasher peut-être à 200 pieds à ma droite, là. ah ouais, hein. Ouais. Écoute, ça paraît pas parce qu'on est en audio, là, mais tu me contes l'histoire, puis j'ai les frissons comme si j'étais dans l'arbre avec toi. J'ai vraiment hâte. J'espère que tu vas m'envoyer les images en primeur avant Ouais, qu'on les produise. on n'a pas le choix parce que faut revivre. Tu sais, filmer, c'est tellement difficile. Emmener toute notre gear, tu le sais, tu l'as fait en novembre, tu l'as fait tard en saison, en décembre. Tu sais, c'est tellement difficile d'emmener tout ce matériel-là que quand on décoche une flèche on tape avec 2 angles de cam, des fois 3, c'est comme c'est une satisfaction extrême. Puis de remonter les images puis de les revoir tout au long de l'hiver avant de les présenter au grand public, là, c'est un beau feeling. Ça nous refait vivre des moments parce que on travaille assez fort, c'est assez difficile en tout cas, de produire on essaye de produire, là. On n'arrive jamais avec la perfection, on s'entend. Mais on met tellement de temps et d'énergie qu'au moins c'est comme un petit bonbon pour nous autres à la fin de pouvoir visionner ça à l'infini, là. Parce qu'on vit des moments intenses de même. Écoute, je suis vraiment content que tu aies vécu une expérience comme ça. Ça me fait capoter, je n'étais même pas là, puis je trippe de t'avoir notre discussion, là. Oui, ben, ça a été toute qu'une expérience. Puis je remercie Guillaume parce que ce soir-là, justement, on se demandait tout le temps qui allait chasser où. Puis il me disait tout le temps, il dit Waterhole, il dit j'en ai tué plein. Il dit je veux que tu y ailles à soir, je pense qu'on a des bonnes chances. Puis tout le long de notre voyage, en fait, toute notre saison, on l'a toujours travaillé de cette façon-là. Moi puis Guillaume, on s'est toujours échangé les chances de façon équitable. Puis on a formé un beau duo. Mais cette fois-là, là, c'était tout qu'un feeling. Puis ce qui était fou, c'est qu'on avait mis notre caméra cellulaire sur le waterhole, mais Guillaume, de son spot, lui, il n'y avait pas d'activité. Fait que quand il a reçu toutes les photos de Buck qu'il y avait au waterhole, il capotait, il se disait c'est sûr qu'Étienne va tirer. Puis il a pesé sur record sa cam, puis il a fait un enregistrement en live, puis il a vu la flèche rentrer dans mon Buck. Ouais. Fait qu'il t'a créé comme un troisième angle, dans le Ouais, fond. ouais, exactement. Ah ouais. Fait que c'était complètement fou. Puis par le fait même, ce que Guillaume, comme il me disait, il dit je l'ai vécu avec toi. Fait que ça a été toute qu'une expérience pour mon premier buck aux States, là, dans le waterhole. Puis avec Guillaume, j'ai vraiment apprécié. Wow. C'est ça la beauté d'une vraie équipe, hein. C'est de dire que chacun est content pour le succès de l'autre. Puis je trouve que c'est plus facile de travailler comme ça. Ouais. Tu vois, je suis sûr, connaissant Guillaume, qui devait triper autant, sinon plus que toi. Ouais.
Ah, il était vraiment content. Puis c'est ça qui est le fun dans le team qu'on a, ou même dans toutes les teams qu'on a dans notre team, c'est que justement, quand on est comme des fois un peu plus down, ben là, l'autre, il nous emmène avec lui pour nous relever parce que la chasse étant la chasse, c'est déjà difficile, mais la chasse, en faisant des images, des fois, ça rajoute une pression supplémentaire parce qu'on traîne vraiment un 35-40 livres avec nous autres à tous les jours en étant mobile. Il y a des journées que c'est plus difficile, tu le sais, parce que tu as eu une longue saison, une dure saison, puis c'est ça, ça prend des gens autour de nous autres pour nous supporter des fois, mais quand il y a des moments heureux de même, là, ça vaut pour toutes les journées plus difficiles. Toute la misère qu'on se donne. Ouais. Fais-moi un sommaire, un petit résumé de quelle façon tu t'es pris pour le chercher. Tu savais qu'il était tombé pas loin, mais as-tu attendu que Guillaume finisse sa passe? Avez-vous vécu ce moment-là à deux? Ah, ben, Guillaume, lui, vu qu'il avait regardé sa camcelle, la shot, là, lui, c'était impossible qu'il continue à chasser. Il a tout remballé ses affaires. Moi, j'ai fini de tourner comme mon entrevue, mes affaires. J'ai décompressé un petit peu là, parce qu'il ne veut pas descendre de 25 pieds quand tu viens de prendre une shot. Tu veux, tu veux ramasser ton stock, là, prendre le temps de décompresser. Fait que ça, j'ai tout vécu ça dans l'arbre tout seul. La noirceur s'est installée. Puis ça, c'était vraiment cool avec la météo, là, la chaleur, les criquettes, le son. Là, c'est pas comme le Québec. Là. C'était vraiment une belle expérience. Fait que j'ai attendu Guillaume. J'ai retourné comme au bord du champ où ce que lui a sorti de son spot. Puis on a fait un petit meeting de ma shot, si elle était bonne, tout ça, combien de temps qu'on attendait. Puis on est parti pour aller voir la recherche, aller sur le sang. On n'a pas fait long, là, peut-être une recherche de 15-20 minutes, puis on a tombé sur le boc, là, moi et Guillaume ensemble. Fait que c'était vraiment un beau moment. Là. On décoche une flèche, on n'est jamais sûr hein, que tout a fait son travail, mais après avoir été chercher ma flèche dans le waterhole, ben, premièrement, le sang il était beau, il était beurré d'un bout à l'autre, j'avais fait un pass-through. Le sang au sol, il était beau, fait que j'étais confiant, mais de pouvoir mettre les mains dessus sur mon premier buck aux States, j'étais vraiment content. Mais complètement. C'est garanti. Puis, Écoute, félicitations pour vrai, parce que un gros chevreuil à l'arc, c'est pas facile. Filmer en plus, c'est pas facile. Puis même si on enlève l'aspect caméra, juste faire un voyage avec notre arc dans les mains, pendant que tout le monde souhaite voyager avec une carabine, réussir à mettre les mains sur un gros buck, c'est tout le temps. C'est tout le temps un exploit, c'est tout le temps un gros défi. Si en plus de ça, tu peux triper en équipe, puis avoir des souvenirs mémorables, je suis vraiment content pour toi. Vraiment, félicitations, Étienne. C'est cool. merci. Fait que Patch, ça a donné que c'était un bois que vous connaissiez. Quand tu as mis les mains dessus, satisfaction au top. Il était-tu ce à quoi tu t'attendais? C'était-tu, tu sais. Ben, satisfaction au top, oui, pour toute la séquence vidéo, toute l'expérience de ma semaine, notre premier bug de notre voyage. On voulait 2 bugs dans ce voyage-là, c'est pas ça qui est arrivé. Mais toute cette satisfaction-là était là. Mais c'était, tu sais, je veux dire, moi, j'étais là pour Dreamer. Fait que c'est sûr, j'avais pas je pouvais pas dire que j'étais pas content, mais c'était pas mon top 1. Puis c'est pour ça que je disais que dans le fond, à un moment donné, on a comme un peu élargi notre. Il y avait tellement de bugs qui venaient, qui partaient, que le top 1, il s'était comme dissous, même le top 5, on va dire. Fait que c'était pas notre shooter numéro 1, mais j'avais une fierté extrême. Puis quand j'ai mis les mains dessus, c'était mon bug, puis il est chez le taxidermiste, puis tu sais, je pense que la grosseur des cornes, à un moment donné, ça fait. Il vient un temps là, que c'est pas. C'était plus une question à ce moment-là. Là. Mais c'était pas le grand buck du côté américain que j'avais rêvé, mais c'était un très beau chevreuil. Ben écoute, moi j'ai vu les photos, j'ai vu un tout petit bout des séquences vidéo, puis ce que tu étais en train de dire là, c'est que c'est ton petit côté perfectionniste qui a pris le dessus, parce qu'on va se dire, là, vraiment un beau buck. Là. Long time, un beau caractère, 8 belles pins bien définies. Il était vraiment hot, là. On s'entend. Oui, oui, Ok. oui. Super. C'est juste par rapport à la qualité de chasse qu'on avait là-bas, on aurait pu être un petit peu plus sélectif. Puis c'est pour ça que quand que je reviens à ma shot de vidéo puis que je dis que j'ai pris ma shot, c'est ce mixing-là qui fait en sorte que dans le fond, c'est le genre de bug que tu ne peux pas laisser passer. Puis ce moment-là, puis je regrette rien. Là. Fait que oui, pour répondre à ta question, J'espère. j'étais 100% satisfait. Là. Ben, très cool. Très, très cool. Fait que, ben écoute, à moins que tu aies d'autres choses à nous rajouter sur l'histoire du kill même, moi j'aurais une couple de questions pour toi. Puis avant les questions, j'aimerais qu'on prenne un petit 30 secondes pour parler. Là, on vient de parler d'une super histoire, des super images. On va faire une diffusion web, Arcmaniac, dans le fond. Il Oui, va avoir nos kills.
Il va y avoir une partie de nos kills parce qu'on a fait une saison full qui va être présentée au mois d'avril prochain. L'événement web Arcmaniac. Soirée web un petit peu à l'image qu'on avait, avec la même image qu'on avait faite avec la classique. Fait que, on est chez nous dans le salon, on écoute une diffusion en live, on peut être 2-3 chums ensemble. Moi, je vous conseille d'acheter tout le monde des billets parce qu'on a des beaux cadeaux à faire tirer. Mais, tu sais, ce contenu-là va être disponible là ou il va être plus tard un petit peu tombé Ouais, patch va être plus tard en saison. On réserve là, plus tard en saison. d'autres petites nouveautés pour 2026. Là. Ben, c'est ça, c'est ça, comme je te dis, on a tellement une saison folle, j'ai perdu le fil un peu. Mais c'est pas grave, ça vaut la peine quand même de parler de l'event Arcmaniac web qui va avoir lieu 11 avril. J'invite tout le monde qui écoute les podcasts, tout le monde qui suit Arcmaniac ou qui apprenne à découvrir Arcmaniac. Je pense que ça va refléter quand même le travail qu'on met, puis l'amour qu'on a pour la chasse à l'arc. À travers des beaux films, on met du temps, on met de l'émotion, on met beaucoup de travail. Arcmaniac web, 11 avril au soir. Je vous invite tout le monde à acheter les billets. Si les billets ne sont pas encore disponibles pour l'achat, ils vont tomber vraiment sous peu. Fait que restez à l'affût. Ça ressemble à ma petite parenthèse Event Arcmaniac. Là, je vais revenir. J'ai des questions pour toi. Laisse-moi le temps de les retrouver ici. Ça va être des questions en rafale. Style, je ne veux pas des réponses de 20 minutes. Petite question simple, je veux que tu me dises pour qu'est-ce que tu préfères, puis des fois, s'il y a un pour les deux, je veux que tu me dises qu'est-ce que tu préfères des deux, puis on change à l'autre. C'est les mêmes questions que je vais poser à tout le monde. Comme ça, les auditeurs vont être capables de se faire une idée, des fois très rapide, sans explication. OK, tel puis tel gars chasse de telle façon, ou tout le monde est unanime sur une technique X. T'es-tu prêt? Oui, je suis prêt. OK, Sten ou Saddle? Saddle. 100% du temps? Oui, moi, puis, j'ai quoi? J'ai un Lone Wolf, puis j'ai deux Lone Wolf. En tout cas, je ne suis pas capable, tellement habitué d'installer mon setup de cam en saddle que je ne suis plus capable de virer en stem. OK. Fait que Étienne, je le prends en note, 100% Saddle. Pour chasser, septembre ou décembre? Septembre. Septembre. Ah oui. Ça, je pense que ça vient du kill que tu viens de nous parler. Oui, puis par le fait même que les box sont tellement encore en bachelor ou ça bouffe, là, pour moi, septembre, c'est magique. C'est des grosses dates, effectivement. Ouais. Source de bouffe ou trail qui s'y rendent? Les deux, c'est très bon. Parce que là, je parlais agricole, champ nourricier, bait. Waterhole, on peut le considérer comme source de bouffe. Fait que tu aurais tendance à dire que tu fais un peu des deux. Oui, les deux, parce que veut pas, on ne peut pas toujours nécessairement se coller sur la source où ce que le chevreuil va, soit par le vent, soit par n'importe quelle raison. Fait que les trails, c'est aussi bon quand on va adopter une autre technique. Fait que les deux, pour moi, là, c'est 50-50. Super, merci. Vent très fort, style 45-50 km/h ou pas de vent partout? C'est un choix déchirant à prendre, mais vu que tu dis 40-50 km/h, je vais y aller pour pas de vent pantoute. Ah ouais? Ouais. C'est deux conditions très difficiles. Je sais, mais j'aime mieux, rendu là pour la qualité sonore des vidéos, j'aime mieux pas de vent pantoute. Puis aussi, on entend plus le chevreuil venir, fait qu'on se fait moins surprendre. Puis à l'arc, on a besoin d'un peu plus de temps. Fait que je prendrais le pas de vent pantoute. Malgré que Je comprends ça. on n'a plus de marge d'erreur, mais regarde, c'est un moment que j'aime bien pareil. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je te dis. Un spot blindé, tu sais, les entrées parfaites, aucun chevreuil peut te détecter, mais tu as un spot ou plusieurs spots risqués. Dire que chaque fois que je le chasse, il y a des chances que je brûle mon shooter ou mes shooters. C'est une question qui n'est pas facile à répondre. Je suis un gars qui est très. Aux États, je te dirais, je vais prendre tous des spots risqués. Puis au Québec, je vais tendance à avoir tendance à chasser un spot blindé. C'est un petit peu le genre de réponse auquel je m'attendais puis que j'aurais répondu aussi. Ça ressemble à ça. Super. Maintenant, tirer un chevreuil broadside, un chevreuil pancarte. Là, je parle en situation de chasse à l'arc. Un chevreuil qui est complètement de côté, pancarte, ou tirer un chevreuil en angle. Fait que ce soit en angle de face ou de derrière, 3/4 arrière. Ben, l'optimal, c'est sûr et certain que broadside, c'est bon, mais en angle, le dommage, il est autant, sinon plus. C'est un dommage extrême. Là, quand tu réussis à placer la flèche à la bonne place selon l'angle, c'est
c'était des shots mortels complètement là, parce que tu ramasses tout ce qu'il y a de vital sur le chevreuil. Fait que ça rend un petit peu la shot un petit peu plus complexe. Puis sinon, ben, le broadside, c'est sûr et certain que tu as un petit peu plus de rayons de tir. C'est plus facile de cibler un organe précis broadside qu'en angle. Mais en angle, comme tu dis, ta flèche travaille plus longtemps dans le cheval. Oh oui, mais si on est capable de faire une shot chirurgicale en angle, c'est des shots qui sont extrêmement mortels. Puis pour certaines personnes, ça pourrait sembler non éthique, mais c'est des shots qui sont complètement mortels. Surtout, on va prendre le temps d'en parler, mais surtout avec les machines qu'on a aujourd'hui. C'est plus les arcs d'il y a 20 ans qui roulaient 240 pieds secondes. On tirait du 600 grains avec les fossés, ne faisait même pas partie des discussions dans le temps. T'sais, à cette heure, on a des machines qui roulent, on a des flèches qui sont optimisées, on est capable de décider la masse qu'on met en avant, le ratio un petit peu avec le centre de masse de ta flèche puis la masse totale. Fait qu'on peut jouer sur la vitesse, on peut jouer sur la pénétration sans même toucher à notre pression de l'arc. On a des setups à cette heure qui travaillent quasiment comme un arbalète, on va se dire. Ouais. On est capable de se permettre des shots. Je ne veux pas dire plus risqués. On est capable de se permettre des shots où on sait que l'arc va travailler longtemps. Chose qu'il ne faisait pas avant. Oui, c'est ça. Fait que non, je te dirais les deux. Encore dans. Je suis pas capable de choisir. Les deux, pour moi, c'est une shot que je prends, dont Patch, c'est une shot 2 tiers arrière, puis sans hésiter. Super. Maintenant, la hauteur de tes setups. Fait que là, tu me disais que tu étais souvent en saddle. Ouais. Si tu avais le choix, tu chasserais toujours à 25 pieds de haut et plus ou toujours 18 pieds et moins? OK. Ben, c'est toujours 18 pieds et plus. Fait que, tu sais, 25 pieds, je ne fais pas par exprès pour me rendre là. 25 pieds, c'est haut, mais si on prend l'exemple des States, on veut aller chercher du couvert. Ça veut dire que si le couvert il est à 18 pieds, ben, on va chasser à 18 pieds. Puis quand je dis toujours 18 pieds plus, si le couvert il est à 10 pieds, je sais que tu as eu des expériences cette année en décembre, le couvert est à 10 pieds, puis l'arbre te permet de chasser à 10 pieds, ben, on y va à 10 pieds. Là. Mais tu sais, le standard, on essaie de chercher un couvert qui est en haut de 18 pieds. Puis de cette façon-là, moi, j'ai beaucoup de succès. Là. OK, super. Faisais-tu ça avant aussi ou ça, c'est un petit peu la touche Guillaume Desjardins qui est venu changer un peu ta façon de faire? Non, on recule fin des années 90. Un de mes chums, Dave Ross, qui est décédé aujourd'hui, il était un petit peu plus vieux que moi, puis on n'arrêtait pas d'écouter des films de chasse américains, tu sais, puis prime time, puis les gars, ils étaient hauts dans ce temps-là. Puis quand on préparait nos setups, c'était des setups à 30 pieds. Puis ça, c'était exagéré parce que nos arcs, on se pratiquait pour tirer à 15 mètres. Fait que finalement, on tirait en dessous de l'arbre. Ouais, t'avais pas le choix. Fait que, tu sais, ça, c'était vraiment un moyen de ce côté-là. Mais c'est depuis mon jeune âge qu'on chasse haut par un peu l'héritage qu'on voyait des films américains. Oui, je comprends. Souvent trop haut. Fait que là, c'est pour ça qu'on a mais Guillaume était un amateur de très haut. Moi, je suis souvent un petit peu plus bas que Guillaume, même par le fait même, mais c'est vraiment le couvert qui dit à quelle hauteur qu'on va être. Fait que c'est pour ça que c'est variable. Excellente réponse, ça. J'aurais pas pu l'expliquer mieux que ça. Maintenant, soir ou matin, si tu avais un seul à chasser dans ta journée? Soir. Soir. Camcel ou trail cam standard? Fait qu'on parle que tu ne reçois pas directement sur ton téléphone. Ouais. Ben, si j'aurais le budget, ça serait Camcel partout, mais vu que j'installe une vingtaine de caméras, ben, je suis obligé de mettre quelques standards. Bon, c'est bien certain. Mais tu as tendance à utiliser tes camcels, on va dire, d'un spot que tu vas prioriser, ceux que tu penses qui vont être le meilleur à court terme. Oui, surtout en août-septembre, où ce que tu ne veux pas aller te déranger ton bachelor group, mais que tu veux quand même aller t'infiltrer, ou ce que tu vois qui passe souvent ces affaires-là, proche des transitions des beddings, ben, aller mettre une camcel une journée qui pleut ou peu importe, n'importe quelle journée en août, n'a pas beaucoup d'impact versus de commencer à aller chercher une carte SD ou tous les 10 jours dans le bedding. Fait que ma camcel, elle va rester là jusqu'à temps que j'aie besoin de la déplacer. Mais c'est sûr que camcel, là, en prospection, là, c'est un gros point fort. OK, bien, super. Finalement, dernière petite question. Un accent VTT ou un accent vélo électrique? Je ne sais pas si tu as accès à un vélo électrique. On fait une situation utopique. Tu as accès aux deux, il faut que tu en choisisses un pour ta saison. 4 roues ou vélo électrique? Bon, fait que là, tu m'as demandé de ne pas trop élaborer, mais il faut que je prenne quand même 30 secondes. Aux États, on a utilisé le vélo électrique. On a vraiment aimé ça.
Puis c'est vraiment le fun quand on va faire un déplacement de cam sur le bord du Soya, tout ça. C'est vraiment un outil qu'on aime vraiment. Chez moi, sur mes terres personnelles, j'utilise aussi le vélo électrique. Mais le VTT pour aller bêter, c'est merveilleux parce que quand on veut faire un spot suralimenté puis qu'on décide d'utiliser le VTT, après ça, si on est capable de venir se faire comme dropper en VTT, c'est un net avantage de chasse. C'est une stratégie que j'utilise beaucoup, mais qui demande 2 personnes au minimum. Ça, c'est pas toujours évident. On est capable de faker un 4 roues qui part puis qui revient. Là. Luc en a parlé souvent. J'en ai parlé un petit peu aussi à travers d'autres podcasts. D'accéder à son spot en 4 roues, on laisse runner le moteur, on s'installe, on repart, puis on va dire je vais stationner mon 4 roues 300-400 verges plus loin. Fait que là, j'ai un petit 10 minutes où je sais que les chevreuils sont plus trop alertés par le bruit, ils savent qu'il y avait un danger qui est reparti. Ça fonctionne, mais on s'entend pour pas faire ça tous les jours. Là. Ils finissent par comprendre la routine. Oui, mais ça marche vraiment. Cette année, Madison, moi, c'est ma blonde qui venait nous porter à sa chasse de fin de semaine de relève. Puis le premier soir qu'on a chassé, j'ai dit à ma blonde, viens nous porter parce que quand je vais bêter, je pose des chevreuils 10 minutes après. Fait que le temps qu'on s'installe, elle a laissé runner le side-by-side. Puis à un moment donné, j'ai fait signe de s'en aller. Puis quand elle était partie, je voyais encore les lumières du side-by-side. Ma fille, elle m'a dit, il y a un chevreuil. On a regardé dans le CRP en avant, puis son petit buck, Lucky, il était là. Il était à 20 verges, il attendait que le 4 roues parte. Ah ouais? Puis en plus, il est arrivé une méchante histoire, là, on s'entend. Ouais. Veux-tu qu'on élabore là-dessus un petit peu ou ça va être dans un prochain projet? Ouais, ça va peut-être être dans un prochain projet. Ça va être un film qu'on va OK. présenter. OK. D'abord, je garde le suspense. Je veux pas, Ouais. je veux pas brûler ton contenu. Ouais. Écoute, Étienne, pour vrai, moi, ça fait un petit peu le tour de ce que j'avais à te poser aujourd'hui comme question. Je sais pas s'il y a des points que tu voulais rajouter, il y a des détails que tu voulais clarifier dans ton histoire. Je pense que ça a super bien coulé. Là. Oui, exactement. Non, je te remercie, Tommy. Ça a été une super de belle histoire de podcast, Box Story. Je suis vraiment content. Puis ça m'a replongé dans mes souvenirs de patch puis dans mes émotions. Puis ça a été bien le fun. J'espère que tout le monde à l'écoute a été capable de ressentir la vibe que j'ai eue cette journée-là. C'est moi qui te remercie, Étienne. Super intéressant pour vrai. Encore une fois, félicitations. Super content pour toi. Puis avant de vous quitter, avant qu'on se quitte, j'aimerais juste une fois, on reparle de notre event Armagnac, le web, 11 avril prochain. C'est une diffusion de nos films de 2025. Il va y avoir un petit 15-20% d'anciens films qu'on n'a pas présentés encore au grand public pour avoir un suivi aussi des dernières années. Fait que je vous invite, tout le monde, le 11 avril prochain. Je remercie chacun des auditeurs d'avoir pris le temps de nous écouter. Puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain Box Story. Merci beaucoup tout le monde. Ce podcast vous a été présenté par Hoyt et Easton Archery. Soyez sérieux, achetez Hoyt. JMS Distribution à Papourours. Les produits Wood Brothers. Précision Archerie, la référence en archerie au Québec. Nature Sorbe, litière de mousse de tourbe pour animaux. La société immobilière Les Arpents Verts. Zone T3. Premium Mix, Easy Shot et Lumicom. Je les smoke, Red. Shot de 30 mètres environ. Oh, c'est Lightning, le buck que je voulais. On a passé un 3.5. Il y avait une femelle en arrière. J'ai parti le deuxième angle. C'était trop beau. Yes! Je ne